Donc, bonjour à tous, je vérifie que le matériel fonctionne, vous m'entendez bien? Donc on va commencer pour ne pas avoir trop de retard sur le planning pour que la visite sur la pause du déjeuner puisse ne pas être tronquée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc je suis Valériane Rosé, consultante en conservation préventive, ingénieure biologiste de formation initiale. Et aujourd'hui, je représente Aprévu, donc l'association des préventeurs universitaires et désormais également des techniciens de conservation préventive. J'en profite pour faire notre petite publicité parce que pour le moment, je crois qu'il n'y a que des techniciennes et elles sont encore très peu nombreuses. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, je vous remercie déjà d'être très nombreux aujourd'hui en présentiel et aussi en visioconférence. On est ravis avec l'équipe du C2RMF que cette journée puisse enfin avoir lieu. Le but, donc, qui est un partenariat entre Aprévu et le C2RMF, ce sera, on l'espère, une journée annuelle dédié notamment aux jeunes étudiants diplômés du master de conservation préventive de Paris 1, la Sorbonne, pour qu'ils puissent présenter leur mémoire de fin d'études aux professionnels donc, de la conservation préventive. Donc, je remercie surtout très chaleureusement le C2RMF, donc Juliette Rémy qui est à mes côtés, donc conservatrice en chef maintenant du patrimoine, responsable de la conservation préventive ici au C2RMF, et Jocelyn Péria, qui en doit énormément pour l'organisation de cette journée. Je le soutiens, parce que c'était vraiment notre pilier dans cette organisation qui est chargée d'études ici au C2RMF en conservation préventive. Je vais donc maintenant aussi introduire ce troisième partenaire, donc avec Claire Bételu, qui est la responsable du Master Conservation Préventive de Paris 1, en spécialité conservation préventive, qui a un rôle aussi important donc, dans ces journées. Pour Aprévu très rapidement, je voulais vous prévenir que notre Assemblée générale sera en février, le mercredi 15 février précisément, à la fois en présentiel et en distanciel. Normalement, vous avez déjà reçu peut-être la newsletter d'Aprévu avec le mail pour l'inscription, notamment en visioconférence ou en présentiel parce qu'il y a quand même très peu de place. Et du coup, on vous en parlera un petit peu plus sur le futur partenariat Aprévu C2RMF. Donc, je laisse maintenant la parole à Juliette. Merci Valériane. Écoutez, moi aussi, je suis ravie d'être ici avec vous ce matin. Je me réjouis que l'amphi soit plein. Je salue également tous les gens qui nous suivent en visio depuis un peu partout en France, si j'en crois les inscriptions nombreuses. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour partager avec nous. Merci bien sûr aux organisateurs de la journée, donc au premier chef Jocelyn qui se cache là-bas, qui ne dort plus depuis 3 semaines. Mais tout va bien se passer. Merci beaucoup à l'Aprévu, à Valériane, Mylène, Perrine, Stéphanie et tous les autres qui ont contribué à la bonne organisation de cette journée, d'avoir donc répondu présent et puis d'avoir accepté d'organiser cette journée avec nous. Merci également, bien sûr, au master, à Claire, et aux jeunes diplômés aussi qui vont venir présenter leurs travaux aujourd'hui. Donc, pour cette première journée, donc Valériane l'a dit, c'est la première édition du genre. J'espère que ce ne sera pas la dernière, puisque donc, comme Valériane l'a déjà annoncé, on a l'ambition de la renouveler, si tout se passe bien. Donc on espère en faire une autre d'ici la fin de l'année pour les suivants. Je ne vais pas forcément être beaucoup plus longue puisque vous avez vu sur le programme, la journée est très dense. Vous avez accepté pour certains de vous lever plus tôt et de rogner sur votre pause déjeuner pour voir des choses en plus. Donc je vais m'arrêter là juste sur le programme, vous avez vu. Donc le matin, on met plutôt en valeur la jeune génération, donc les jeunes diplômés qui vont venir pour certains présenter leurs travaux. Et l'après-midi, ce sera plutôt consacré à des études de cas ou des projets qui ont été menés récemment par des collègues plutôt déjà dans la vie active en tout cas. Vous recevrez d'ici quelques jours un dossier documentaire qui viendra compléter tout ce que vous aurez pu entendre et voir aujourd'hui. Et donc, effectivement, comme vous le voyez également, la journée est enregistrée et donc pourra, avec l'accord des uns et des autres, être rediffusée ensuite.
Voilà, je vous remercie encore une fois et je nous souhaite une très bonne journée. Je laisse la parole à Claire. Merci. Ah pardon, je ne me suis pas mis dans... Donc bonjour à tous. Merci pour cette présentation, merci d'avoir remercié Parien et moi-même, je n'ai pas fait grand-chose pour cette journée à part accepter l'invitation de Jocelyn, que je remercie de donner à voir notre formation et aussi de donner à entendre nos nouveaux diplômés. Donc Jocelyn m'a dit que notamment les fondateurs de la formation de conservation préventive, Denis Guillemard et Marie Berducot seraient là aujourd'hui. Donc je me suis bien attachée à ne pas revenir de trop sur l'historique de la formation par peur de dire des bêtises et surtout laisser la parole et cette présentation qui arrivera en fin de journée. Donc j'ai, depuis ma prise de poste comme maître de conférence à Paris 1, reçu la charge ou la responsabilité de la direction des études du master de conservation préventive. Cette prise de responsabilité est arrivée à un moment où l'université, le ministère de l'enseignement supérieur et donc l'université Paris 1 nous ont demandé de modifier notre formation de conservation préventive de façon à ce qu'elle s'adapte aux nouveaux standards socle représentation des formations universitaires. Donc je vais revenir très rapidement. Vous voyez en 1993 la création du DESS sur lequel on reviendra cet après-midi. En 2004, jusque-là, c'était une année dans le cycle de cinquième année de formation universitaire. En septembre 2004, vous le savez peut-être, ça a été instauré à l'échelle européenne ce qu'on a appelé la réforme LMD, licence, master, doctorat, donc licence Bac plus 3, master Bac plus 5 et doctorat Bac plus 8. Et déjà cette réforme en 2004 a fortement transformé notamment la formation en restauration des biens culturels, qui jusque-là était une maîtrise des sciences et techniques. Et le master, le DESS, est devenu un master 2 conservation préventive et en fait a conservé la forme qui préexistait. La véritable transformation qui s'est opérée pour le master, pour le DESS conservation préventive, puis M2 conservation préventive, et donc cette injonction du rectorat en septembre pour la rentrée de septembre 2016 à devenir un master de conservation préventive du patrimoine complet, à savoir un enseignement qui se déroule sur 2 ans, M1, M2. Quelle était l'idée? C'est que en fait, ce redéploiement des enseignements répond à une obligation qui est que du moment que des étudiants rentrent en M1, il faut les amener jusqu'au M2, dans la limite bien sûr où ils valident leurs unités d'enseignement. Mais en théorie, il ne pouvait plus y avoir seulement un recrutement au niveau M2 et un recrutement sous la forme qui préexistait, puisque les recrutements à partir de septembre 2016 devaient se faire uniquement sur dossier, sur le modèle en fait de toutes les universités françaises. Donc l'idée c'était quoi? C'était de supprimer ce qu'on appelle, donc je vous ai marqué ici, c'est le verbiage universitaire, la disparition de ces formations ILO, ou aussi ce qu'on appelle des formations Y, c'est-à-dire une formation de M1 assez généraliste et ensuite des formations spécialisées au niveau M2. Donc cette transformation a conduit dans un premier temps à la création en 2016-2017, donc de façon très temporaire, à la création d'un socle dit commun M1, donc la réunion de 3 de nos parcours, restaurateur des biens culturels, conservation préventive
du patrimoine et dans un master recherche sur les technologies artistiques et de la restauration. Le tout intégré donc, dans ce qu'on appelle la composante conservation-restauration des biens culturels. Donc en fait, cette forme, qui n'est pas représentée ici, a été adoptée par l'ensemble de l'UFR. Vous voyez que notre UFR, donc l'École d'histoire de l'art et archéologie, compte 25 formations et qui s'inscrivent dans 4 composantes. Donc notre composante, la conservation-restauration des biens culturels, a rapidement fait le choix pour un gain en visibilité, vous le comprenez tout de suite, c'était notamment pour que apparaisse très clairement la formation des restaurateurs et la formation des préventeurs, qu'elle se distingue très clairement également de ce parcours recherche qui était naissant, de faire ce qu'on appelle donc des formations dites tubulaires. Alors excusez-moi pour la terminologie, mais en fait l'enjeu c'était quoi? C'est que nos parcours apparaissent très clairement sur les 2 ans, avec notamment pour que les étudiants qui se portent candidats à notre formation puissent identifier très clairement dans quel parcours il veut s'inscrire, puisqu'on voyait au dépôt des candidatures qu'il y avait quand même une méconnaissance des métiers de la conservation-restauration dans son sens large. Donc depuis 2018, on est dans cette configuration-là, à savoir donc 3 masters déployés sur 2 ans, la conservation préventive du patrimoine, ou master C2P, le master restauration des biens culturels, qui donc diplôme les conservateurs restaurateurs des biens culturels, qui sont issus pour la plupart de notre licence préservation des biens culturels, parcours restauration. Donc on est toujours sur la formation de 4 ans, puisque le prérequis ici pour rentrer dans cette formation de master est d'être titulaire donc d'une L3 PBC ou d'un équivalent européen ou français, puisqu'on a notamment des étudiants de l'école d'Avignon, souvent qui postulent pour une entrée en M1. Et ensuite, donc, notre master à vocation, initialement à vocation recherche, je reviendrai, histoire, technologie de l'art et de la restauration. Donc, ces 3 parcours entrent dans ce que notre école d'histoire de l'art et d'archéologie appelle la composante CRBC, donc conservation, restauration des biens culturels. Elle coexiste avec une composante patrimoine et musée, une composante histoire de l'art et une composante archéologie. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu sa structuration. Comment est-ce qu'on est arrivé donc à déployer ce master, enseignement des ESS que vous connaissez pour beaucoup, sur 2 ans. Donc d'abord, un travail de préparation qui a été imposé donc, dans le cadre des suggestions ou obligations qui avaient fait suite à une commission HCERS. On est actuellement en phase d'évaluation, donc c'est des grandes phases d'évaluation et de notation des formations universitaires françaises. Donc une transformation qui s'était faite en collaboration avec Stéphanie Liquès, que j'ai vue tout à l'heure, qui est là, qui était vacataire ou chargée de cours dans notre formation et qui était, pour cette année-là, qui avait accepté de prendre la responsabilité des études du master conservation préventive. Et moi, à l'époque, qui était attachée temporaire enseignement et recherche, étant moi-même restauratrice de peinture diplômée de Paris 1, donc j'avais un poste d'enseignement et de recherche et par administrative. Donc, sur cette année 2015-2016, on s'est attaché à voir comment on pouvait redéployer cette année de formation sur 2 ans. Vous le voyez ici, une des difficultés, on est à l'université, donc on nous a demandé de déployer une formation qui existait sur 1 an, sur 2 ans, donc multiplier presque par 2 le volume d'études, à coût constant, donc sans moyens supplémentaires. L'idée étant de jouer sur le fait de notre composante, l'existence de 3 parcours de formation. Et donc on a vu tout de suite la possibilité de mutualiser certains enseignements, donc de rendre commun des enseignements aux 3 parcours, de façon à augmenter artificiellement le nombre d'heures données et ensuite de façon en fait à préserver des enseignements de spécialité qui seraient uniquement donnés aux inscrits dans le master de conservation préventive. Ce changement, vous le voyez, a coïncidé aussi avec le départ à la retraite de son fondateur et directeur, qui aussi
entraîné et marqué certaines inquiétudes du monde professionnel et universitaire de savoir comment allait évoluer cette formation sans son capitaine et surtout faire face à ces changements qui étaient importants. Donc, les enjeux qui se sont posés tout de suite, c'était bien sûr conserver l'attractivité d'une formation qui était très identifiée, première et unique formation strictement en conservation préventive, avec, on le voit encore aujourd'hui, un attrait qui vient même de l'étranger, puisqu'on a quand même des candidatures qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud, beaucoup d'Italie à l'échelle européenne. Donc, on souhaitait garder cette visibilité, la qualité de la formation, préserver son rattachement à la CRBC, c'est-à-dire à notre composante, ce qui peut paraître ici évident pour des professionnels de la conservation préventive, de dire que la conservation préventive appartient à la conservation-restauration et doit être en lien avec une formation de conservateur-restaurateur. Il se trouve qu'à l'échelle de l'université, c'était moins évident et c'est surtout qu'un master formant diplômant avec une très bonne intégration professionnelle a fait l'objet de plusieurs envies, notamment le master, la composante de patrimoine et musée, trouvait tout à fait normal de pouvoir éventuellement absorber ce master à visée professionnelle. Et donc, du coup, la composante CRBC s'est attachée donc, à le garder en son sein. Et ici, vous voyez tout de suite que le fait de mutualiser des enseignements, le rattacher de façon pérenne et assez forte à cette composante. Et puis, le dernier enjeu, ce qu'on appelait au début des années 2000 des formations d'excellence, à savoir former peu d'étudiants avec beaucoup de moyens. Aujourd'hui, l'université dit que c'est une formation qui coûte cher. Et donc, du coup, on a toujours cette injonction à essayer de former plus de monde avec autant ou moins de moyens humains et financiers. Et donc là, l'enjeu était de conserver donc, la spécificité de la formation qui forme entre 12 et 15 étudiants tous les ans et de ne pas dépasser cette masse critique de façon à préserver notamment tout ce qui est appliqué, exercice de terrain. Vous comprenez tout de suite que à 20, à 24, c'est beaucoup plus difficile de demander à des institutions de nous accueillir, de faire des exercices pratiques, d'autant, et on va y revenir, que on va dire le visage de la formation de ces étudiants s'est transformé au fil du temps. Puisque initialement, le master, enfin le DESS de conservation préventive et les débuts du master 2 conservation préventive formaient essentiellement des professionnels en reprise d'études. Aujourd'hui, on est surtout sur un profil d'étudiants issus de formation initiale, je vais y revenir, qui viennent compléter leur formation. Et par ailleurs, on a tous les ans des candidatures de professionnels qui viennent en reprise d'études. Mais on a vraiment un changement. On a aujourd'hui majoritairement des étudiants de formation initiale qui viennent intégrer la formation. Donc, juste pour vous revenir, donc, on a beaucoup de chiffres. J'ai pu récupérer des tableaux justement grâce à cette phase d'évaluation de l'HCRS. Vous voyez ici, en fait, on est donc pour 15 places ouvertes. Vous avez ici les chiffres donc, des recrutements. Donc, e-candidat, c'est la plateforme jusqu'à cette année. Aujourd'hui, ça va être, à partir de cette année, c'est monmaster.com, puisqu'on change d'échelle. On n'est plus à l'échelle de l'université, mais à l'échelle du territoire français, ce qui va poser d'autres enjeux et d'autres problèmes. Mais vous voyez ici les chiffres des candidatures, donc 2019-2020, pour la rentrée 2019-2020, donc les candidatures en 2018, on avait, vous voyez ici, 83 dossiers déposés pour 15 places, qui pour une formation universitaire était déjà un nombre assez conséquent. Et vous voyez que pour la rentrée 2021-22, on est monté à 159 candidatures. Donc ici, ce sont majoritairement, voire exclusivement, des étudiants des différentes formations universitaires françaises qui viennent postuler ici. Donc le niveau minimum demandé pour postuler est une licence. On s'aperçoit que majoritairement, ce sont quand même des étudiants qui sont déjà titulaires d'un master, de masters souvent rattachés type patrimoine musée, gestion patrimoniale,
où également on voit des étudiants qui sont déjà titulaires d'un master régie, par exemple, Amiens, Bordeaux, qui viennent compléter leur formation. On a également certains diplômés, plus rarement, de l'École du Louvre, master régie et conservation préventive, qui viennent compléter. Vous voyez ici hein, que le nombre d'admis, donc je vous le disais, en fait on a 15 places ouvertes, mais on est dans l'obligation de faire des listes complémentaires. Donc on monte à peu près une vingtaine. Vous voyez, on avait classé 20 personnes en 2018 et 22 pour la rentrée 2021-2022, puisqu'on s'aperçoit qu'on a quand même une petite perte des effectifs, soit des étudiants qui passent dans d'autres formations, des changements d'avis, et puis aussi le fait que parfois les étudiants, et ça c'est un problème qui est hors de notre formation, sont prévenus trop tard et en fait n'arrivent pas à intégrer, à venir sur Paris et trouver les disponibilités pour être sur Paris assez tôt. Puisqu'on s'attache dans le recrutement, bien sûr, donc c'est la qualité des dossiers universitaires, l'expérience qu'ils ont pu acquérir, notamment par biais de stages. En règle générale, tous les candidats recrutés ont fait au moins 1 à 2 stages dans des institutions patrimoniales avec des missions qui relèvent de la conservation préventive, dans son échelle dans une vision assez large. Et puis, on s'attache aussi à avoir, dans la mesure du possible, une représentation un peu de la France, pas que métropolitaine, puisque ces dernières années, on a eu des étudiants venant de la Réunion et de la Guadeloupe. Donc ça, c'est un enjeu qui est posé, c'est un peu dans nos grilles de lecture au moment de choisir nos candidatures. Juste vous montrer donc, nos capacités d'accueil. Et des résultats. Donc 15 étudiants. 15 étudiants qui peuvent arriver. Le plus souvent, vous le voyez, en fait, on a au niveau des inscrits administratifs, donc des personnes qui confirment leur inscription, 10, 12, et puis ensuite, vous voyez, l'année dernière, 15 étudiants, donc on était au maximum. En règle générale, c'est ce que montre ce tableau, on a une réussite assez bonne de nos étudiants. Hein. On a souvent d'excellents étudiants, et puis en tout cas, on va dire que l'effectif réduit, l'encadrement et l'investissement de tous les intervenants fait que l'ensemble de la cohorte arrive le plus souvent au diplôme. Juste, vous voyez ici un petit décalage au niveau entre la capacité d'accueil et le total des inscrits administratifs. C'est simplement le fait, et je vais y revenir, donc, de ces procédures VAE, donc validation d'acquis d'expérience. Donc ici, ce sont des professionnels en activité qui, plutôt que de faire le choix de candidater pour une entrée en M1 ou en M2 et suivre l'ensemble du processus de formation, passe donc par cette procédure administrative de validation d'acquis d'expérience. Donc ces candidats ont élaboré pendant 1 an un dossier dans lequel ils font la présentation de leur expérience professionnelle, de leurs activités professionnelles en rapport avec nos unités d'enseignement, se positionnent et à partir de là, un jury d'au moins 3 personnes composé donc d'universitaires et de professionnels de la discipline, donc ici la conservation préventive, viennent statuer et donc délivrent la validation de certaines UE et unités d'enseignement. Et donc ces étudiants, ces candidats et ces étudiants en VAE viennent se rajouter à notre cohorte initiale. D'où donc le fait que ça dépasse, sachant que les candidats VAE qui sont en procédure de VAE, donc qui sont en train de préparer leur dossier, sont déjà inscrits, comptent. Donc c'est aussi pour ça ils ne vont pas forcément, ils vont être diplômés sous 1, 2 ou 3 ans, selon le nombre d'unités d'enseignement qui leur seront attribuées. Vous pourrez en discuter à la pause café, parce que parmi vous, il y en a certains qui ont fait ce choix de formation.
Donc, parmi donc, nos étudiants, je vous le disais, donc, la plupart donc, de formation initiale, donc, majoritairement donc, titulaires de master, soit générique, archéologie, histoire de l'art, parfois sciences, et puis certains donc, avec des masters, on va dire patrimoine et musée, ou en tout cas des activités de gestion patrimoniale. La formation donc, continue, donc, ce sont les professionnels en reprise d'études. Donc des reprises d'études, donc ici pour certains d'entre vous ont fait ce choix, les professionnels peuvent tout à fait candidater sur e-candidat, se positionner en M1 et ou en M2. Donc ça c'est un conseil que je donne aujourd'hui si certains envisagent, notamment qui ne sont pas encore diplômés et qui souhaiteraient intégrer notre formation. On est dans l'obligation de reconduire nos étudiants de M1 en M2 dans la mesure où ils auront validé leurs yeux. Donc si on a 10 candidats en M1, enfin 10 étudiants en M1 et qui valident tous, il restera donc 5 places en M2. Mais parfois on a 13, 14 étudiants et ils valident tous et donc on n'aura plus qu'une seule place ou 2 places en M2. Donc ce qui réduit donc notre capacité à intégrer des nouveaux étudiants en M2. Ces nouveaux étudiants intégrés en M2, ce sont toujours des professionnels de la conservation préventive, donc soit des conservateurs-restaurateurs, soit des personnes qui sont dans des institutions et qui ont déjà des fonctions de conservation préventive ou nouvellement sur un poste. Je pense ici, voilà, tous les profils sont un peu représentés aujourd'hui. Donc vous voyez que Paris-1 au niveau donc, du deuxième élément de formation continue, donc de la VAE, délivre quasiment exclusivement des validations partielles. L'idée étant que les professionnels en reprise d'études vont venir suivre quasiment exclusivement la formation spécifique à la conservation préventive et pas suivre le tronc commun, les enseignements mutualisés pour la plupart. Il y a eu une exception, donc vous voyez qu'en 2020-2021, pardon, 2 personnes ont obtenu une VAE totale. C'était des cas extrêmement rares. Moi, ça fait 12 ans que je participe aux commissions VAE, donc c'était des personnes qui travaillaient déjà depuis plus de 30 ans en conservation préventive, qui donnaient des formations de conservation préventive, qui avaient été à la tête de laboratoires dans lesquels faisaient de la conservation préventive et avaient également suivi d'autres formations par ailleurs. Donc voilà, c'était des exemples, des cas atypiques. Des étudiants, vous le voyez, venus de l'étranger. Donc, pour les étudiants, les candidatures européennes sont essentiellement des étudiants italiens et extra-européennes. On a toujours donc, des demandes donc, venant d'Afrique et d'Amérique du Sud, avec la difficulté pour ces étudiants en fait, de concrétiser leur inscription, avec la difficulté d'obtenir en fait, des financements pour venir. Je vais passer un peu rapidement parce que je vois que l'heure tourne, je m'excuse. Donc pour vous présenter un petit peu, je voulais revenir à la formation aujourd'hui, comment ça se concrétise. Donc l'équipe pédagogique, donc c'est un enseignant-chercheur statutaire, donc MCF, moi-même, et surtout 28 chargés de cours. Donc parmi ces 28 chargés de cours, le profil initial de la formation est conservé, hein, donc des professions libérales, conservateurs-restaurateurs, architectes, conseillers en communication, conseillers en conservation préventive, beaucoup d'entre vous aujourd'hui s'y retrouveront, des personnes donc, en poste dans des institutions patrimoniales publiques, qui représentent notamment donc, le CESRMF, le musée des arts décoratifs, Cité de la musique, le musée du Quai Branly, et puis des personnes donc, en poste dans un service du ministère de la Culture. Je vais passer rapidement sur le tronc commun pour vous dire donc l'enjeu de cette mutualisation et de la construction de ces cours était de former les étudiants donc, en reprenant des enseignements qui existaient précédemment, donc la programmation architecturale, l'architecture et les enjeux de la conservation, donc donnée par Frédéric Ladonne, et les questions de technique et pratique d'inventaire ont été insérées dans le tronc commun puisqu'on a souhaité en fait que
les futurs restaurateurs bénéficient de cette formation, de ce socle important, donc relevant de la conservation préventive. Et puis, avec conservation du patrimoine et culture matérielle, on a souhaité insister et développer des enseignements qui relèvent des monuments historiques, de leur gestion, avec des intervenants qui vont toujours cibler les enjeux relevant de la restauration ou de la conservation préventive, notamment avec nos intervenants architectes en chef des monuments historiques et architectes des monuments historiques. Et puis, de nouveaux enseignements avec Danilo Forleo qui qui parle donc bien sûr de la gestion des demeures historiques, et on a souhaité développer la part EPICO dans nos enseignements, donc de ce programme de recherche, je vais y revenir, et un nouvel enseignement donc développé par Isabelle Colson sur le développement durable, puisqu'on s'aperçoit que ce sont des thématiques qui sont importantes à développer et un véritable intérêt de la part des étudiants qui s'attachent, pour certains, à y consacrer leur mémoire d'études. Et un nouvel enseignement, donc méthode de recherche. Donc ça, c'est une obligation aussi universitaire, que les formations à visée professionnelle en tant que telles, en tout cas sur cet intitulé, n'existent plus. Mais en tout cas que ces formations qui sont vraiment ancrées sur la pratique du terrain permettent aux étudiants, s'ils le souhaitent, ensuite de pouvoir accéder à la recherche, sous forme notamment de doctorat. Mais donc on a installé donc une unité d'enseignement dédiée aux mémoires de recherche qui va être développée sur 2 ans. Donc l'étudiant choisit un sujet, puis le développe sur les 2 années, avec des applications ou non sur le terrain. Je vais vous montrer. L'enseignement sur la gestion du risque a été également introduit donc, dans un ensemble mutualisé avec les restaurateurs du patrimoine. En M2, un enseignement donc, mutualisé avec les conservateurs-restaurateurs, matériaux de la conservation-restauration. Florence Bertin et Jocelyn Perilla sont là aujourd'hui, avec un développement appliqué. Je vais vous montrer et y venir rapidement. Vous pourrez revoir ça sur le dossier. Donc, je vais juste accéder ici. Donc, pour cet enseignement sur les matériaux de la conservation-restauration, l'enjeu de notre formation aujourd'hui, c'est de développer au maximum des applications pratiques aux enseignements théoriques, notamment parce que nos étudiants viennent plutôt du monde universitaire et pour les amener et les faciliter leur entrée dans le monde professionnel. Vous avez ici l'illustration et les exemples de 2 projets qui ont été menés cette année. Donc, vous le savez peut-être, la conservation préventive et la conservation-restauration ont emménagé dans un nouveau site à Malher, métro Saint-Paul, et on cohabite avec des archéologues. Et donc, l'idée, ça a été de former des exercices pratiques autour des collections qui servent nos collègues. Donc, vous avez peut-être tous vu le film Podane ou entendu parler. Donc, le laboratoire Trajectoire a fait une fouille sur le site de tournage et se retrouve avec un ensemble d'objets à conditionner, l'enjeu étant de les faire transférer à la cinémathèque. Les archéologues n'avaient aucune idée de comment faire et de comment stocker, comment améliorer les conditions de conservation. Et donc, on a fait avec Jocelyn un exercice d'évaluation et de proposition, donc avec les étudiants de M2, restaurateurs et préventeurs, donc pour évaluer tout le chantier à faire, les préconisations de conservation et de transport. Deuxième exercice, toujours dans cet exemple choisi, travail de conditionnement. Ici, ce sont donc des céramiques du bassin parisien du néolithique ancien, donc les premières pièces sorties de fouilles, et donc dans le cadre de 4 heures de travaux pratiques, les étudiants encadrés par Jocelyn ont été amenés à concevoir et réaliser des conditionnements pour ces objets. Bien sûr, parmi les enseignements de spécialité, on a maintenu l'exercice de terrain et de restitution qui marquait la fin de la formation de M2. Aujourd'hui, elle arrive donc en fin de premier semestre de M2. Donc cette année, à nouveau encadrée par Jocelyn, l'évaluation a été réalisée au château musée de Nemours, donc par notre formation, nos étudiants de M2.
Dans les nouvelles orientations, et c'est une forme d'ouverture à la recherche, notre inscription donc, dans la participation dans le projet EPICO de Versailles, conduit donc, notamment par Danilo Forleo. L'enjeu, c'était quoi? C'était de montrer à nos étudiants qu'en fait, la recherche, elle peut avoir et elle doit avoir des caractères appliqués pour nos disciplines professionnelles. Donc ici, donc, bon, Paris est membre associé, donc ça c'est moins intéressant. Danilo Forleo réalise des enseignements en M1 et en M2. On a développé cette année un peu plus le volume horaire. Surtout, ces enseignements ensuite ont une réalisation pratique, puisque chaque année, donc, les étudiants, depuis 2020, se rendent de 2 à 3 jours sur le château pour faire l'évaluation. Donc vous avez ici la première année où l'évaluation a été conduite dans les appartements du capitaine de la garde du roi. Ça a été fait au Petit Trianon, Grand Trianon. Donc voilà, donc là, une première partie récolte des données et ensuite les étudiants sont amenés à travailler en groupe sur leur analyse. Et je crois que c'est un travail qu'ils conduisent et qu'ils doivent restituer la semaine prochaine. Et ensuite, il y a un travail de restitution auprès de l'équipe de Versailles. Je finirai sur l'ouverture à la recherche par le travail donc, de mémoire de recherche. On est toujours... Bien sûr, en fait, le travail de mémoire peut se faire sur un exercice pratique. On va y revoir d'évaluation, de collection. Mais les étudiants sont invités à choisir une thématique de recherche relevant de la conservation préventive avec des visées appliquées. On a, j'encourage en tant que directrice des études qu'il y a un encadrement double, c'est-à-dire académique, puisque ça c'est une obligation universitaire, et donc quelqu'un dans l'équipe pédagogique, et surtout de se rapprocher d'un ou plusieurs professionnels de la conservation préventive, vraiment spécialistes de ce domaine et qui seront en capacité vraiment de les orienter. Certaines sujets émanent des propositions des institutions. On a eu des collaborations donc avec Beaubourg, avec le Musée des Arts Décoratifs, le CDRMF, le Mobilier National. Donc c'est des propositions soit qui sont, qui me sont suggérées, soit qui interviennent dans le cours d'un stage pour les étudiants. Est-ce que j'ai 2 minutes? Temps écoulé. Donc vous retrouverez ici, vous allez voir certaines des applications. J'avais passé dans 5 minutes. Et pour vous dire voilà, que on garde toujours l'aspect sympathique de ces petites promotions en valorisant le lien avec les acteurs du monde de la conservation préventive par des visites, des voyages pédagogiques. Bien sûr, chaque année, et je les en remercie, l'équipe de la conservation préventive de CDRM nous reçoit. Des musées, des institutions qui nous reçoivent. Orsay, le Muséum d'histoire naturelle, puisque Jacques Cusin ne peut plus donner cours chez nous, donc il nous invite tous les ans pour une visite de ses réserves et une explication des conditionnements. Un nouveau travail avec l'INP Tours et Avignon qui est ouvert aux conservateurs préventeurs sur une journée de la gestion EMACH. Et puis, vous le voyez ici, c'est pour certains un souvenir, des voyages pédagogiques à Rome, donc sur l'invitation de Gaël de Guichin qui fait toujours son séminaire chez nous tous les ans. Il était là il y a 15 jours. Donc, et ce sont des voyages qui sont soutenus par notre école d'histoire de l'art et archéologie qui engage vraiment ce genre de rayonnement et de rencontres, donc qui donne lieu à la visite de l'ISCR et de l'ICROM. Je vous remercie, j'ai dépassé mon temps, je m'en excuse. Merci. Alors, on a 5 minutes, si vous avez une petite question avant que Frédéric aille se préparer pour sa présentation. Bonjour. Est-ce que vous avez un quota d'accueil de professionnels et d'étudiants ou c'est selon l'arrivée des demandes? Alors, un quota réservé, je veux dire. Non, il n'y a pas de quota réservé. Il va de soi qu'en fait, quand on a des candidatures de professionnels, elles sont... Donc, on n'a pas de quota de professionnels. Il va de soi, donc, ce que je disais, que quand on a des candidatures de professionnels, elles sont tout de suite intégrées, puisque de toute façon, ces candidatures se placent sur le dessus de la liste, puisqu'elles répondent
à la plupart des prérequis de fait de l'expérience professionnelle, d'une vision de la conservation préventive. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on en a, mais c'est pas... enfin, vous voyez, sur les 160 candidatures, on va avoir entre 2 et 5 candidatures. Et on voit que par contre, on a beaucoup de tentatives par la VAE, plus aujourd'hui. Et puis, moi, j'invite les professionnels qui souhaitent intégrer à postuler sur le M1 et sur le M2 selon la capacité d'accueil. Ils vont être retenus. Par exemple, sur les 3 dernières années, ce sont notamment des conservateurs restaurateurs, pour la plupart diplômés de l'INP comme diplômés de Paris 1, donc avec un certain nombre d'années d'expérience, qui ont intégré en M2. Alors pas uniquement, mais pour beaucoup. Donc voilà, ces candidatures sont très bien regardées parce que c'est aussi, nous on voit pédagogiquement, c'est une nouvelle énergie déjà en M2, ça rebrasse un petit peu les cartes. Et puis, c'est une autre vision du métier, c'est aussi une autre énergie. On voit que ces professionnels en reprise d'études, en fait, ils ont faim de connaissances et d'apprentissage. Et en règle générale, Frédéric, vous en parler après, mais sont plutôt satisfaits en fait de ces 3 mois. Il faut rappeler, c'est vraiment en M2, l'ensemble des enseignements sont concentrés au premier semestre, donc entre fin septembre et fin décembre. Donc ce sont 12 semaines intense, ça je ne dirais pas le contraire, mais ce sont que 12 semaines, le second semestre étant dévolu au stage, et quand en fait les personnes sont professionnelles, il n'y a pas véritablement d'obligation de stage, s'ils font déjà des missions dans leur institution relevant de la conservation préventive, mais ils peuvent, s'ils le souhaitent, partir en stage puisqu'ils bénéficieront de conventions de stage. Du coup, si je comprends bien, un professionnel peut intégrer le M2. Ça peut suffire pour avoir le master. Il peut Par manque de temps, enfin, c'est que 2 ans. Donc, en fait, moi, ce que je conseille, c'est que vous avez deux procédures. Soit la VAE, et donc là, vous allez pouvoir suivre des blocs de M1, des blocs de M2. Ça va être un peu la carte du jury. Et qui parfois peuvent se suivre en 1 an ou en 2 ans, selon les emplois du temps, est-ce que ça permet ou non. Et ensuite, à ceux qui voudraient s'économiser, donc il y a à peu près tous les cas qui sont représentés, donc vous pouvez en parler avec vos collègues à la pause café, mais ceux qui veulent postuler pour une entrée simple parce qu'ils n'ont pas envie de faire 1 an de procédure de VAE, je leur conseille vivement de faire une candidature en M1 et en M2, puisque ce que je vous disais là, si on a 14 ou 15 étudiants qui sont déjà en M1 et qui passent en M2, il n'y a pas de place. Donc voilà, donc après, c'est ça. Donc l'année dernière, il y avait 2 places. Il y avait 2 places. Et donc du coup, il y a eu 2 personnes retenues et 1 personne qui est venue. C'était 2 restaurateurs photo, voilà, par exemple. Merci. Mais on a un peu tous les cas de figure et on a des personnes qui suivent tout. Voilà. Pardon, je suis un peu bavarde sur la fin. C'est très bien. Merci beaucoup, Claire. Je vais laisser la parole à Frédéric pour la suite. Alors, bonjour à tous. Merci déjà à la Prévue et au C2RMF de nous donner l'occasion de présenter nos travaux. C'est une très belle idée que ces journées, donc j'espère que ça perdurera sur les années qui viennent. Je vais vous présenter, donc du coup, moi je suis Frédéric Nicot, en reprise d'études, restauratrice à la base depuis déjà presque 20 ans. Donc voilà, cette année de formation a été pour moi un renouveau et je suis très contente de ne pas avoir candidaté pour la VAE, mais d'avoir directement intégré le M2 puisque c'est vraiment une énergie et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette année. Donc je voulais aussi remercier Claire Bételu et toute l'équipe pédagogique. Donc je vais vous présenter le sujet sur lequel j'ai fait mon mémoire, qui est un petit peu un mix en fait entre deux réflexions personnelles.
Tout d'abord, donc, étant restauratrice, on nous demande beaucoup de faire des documents de préconisation en conservation préventive, ne serait-ce que quand on restaure un objet. C'est toujours associé à une fiche de restauration et ça se termine par des petits conseils en conservation préventive. C'est pas toujours lu. Donc du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce qui clochait finalement dans tout ça. Et mon deuxième choc a été la première phrase de Danilo Forleo, qui nous a donné donc son cours sur la méthode EPICO. Et sa première phrase de son cours, c'était « Si on règle tous les problèmes de communication dans une équipe, on traite 80% des problèmes en conservation préventive. » Donc la communication, donc la conservation préventive, c'est la communication. Donc du coup, j'ai effectué mon mémoire sur ce sujet-là et donc je l'ai débuté naturellement par la définition des termes. Définir les termes, c'est essentiel et donc ça commençait par qu'est-ce que la sensibilisation? Qu'est-ce que la formation? Puisque la sensibilisation, ce n'est pas de la formation. Qu'est-ce que de l'information, des préconisations et la prévention? Donc j'ai fait ma petite enquête pour savoir autour de moi comment les personnes définissaient tous ces termes. Et ça a été extrêmement intéressant puisque il y a eu deux distinctions qui ont été faites donc, entre la prévention et la formation, puisque la prévention, finalement, ça permet de poser les choses, hein, tout simplement. C'est la sensibilisation plus de la préconisation. Donc on est en plein dans le thème de la communication et donc on s'adresse à un public qui est vraiment très large. Ensuite, la formation, évidemment ça intègre la sensibilisation, mais ça s'accompagne de l'acquisition d'outils et de méthodologies par l'apprentissage. Donc finalement, dans un cas, on aura une action sur le terrain qui sera encadrée de professionnels. Ça va aboutir par l'acquisition de réflexes. Et puis, les personnes qui vont être sensibilisées seront capables de contacter les personnes relais. Donc finalement, on sera véritablement dans une action de plan d'urgence. La formation, à contrario, amène une autonomie dans les décisions qui vont en découler et puis la responsabilité dans les résultats. Donc on sera vers un public qui est beaucoup plus restreint et on est là dans la transmission de connaissances. Donc c'était deux parallèles qui pour moi étaient importants à distinguer et qui ont constitué finalement la base de ma réflexion. Donc du coup je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était. Donc j'ai ciblé mon sujet sur la prévention et la sensibilisation. Donc qu'est-ce que la prévention en conservation préventive? Donc j'ai repris tout simplement le schéma devenu célèbre de l'ICOMOS. Et j'ai essayé de regarder un petit peu tous les plans qui existent. Alors, trop de plans tue le plan, mais il fallait du coup démêler un petit peu tout ça. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'aller regarder dans les plans d'urgence, les plans de sauvegarde, les plans des IPM, plans d'action, plans de conservation, etc., de donner des définitions à tout ça et de tout réorganiser pour voir où la prévention en conservation, ce que moi j'appelle prévention en conservation préventive, se plaçait. Et finalement, ça se plaçait là où il y avait comme un grand trou sur tout ce qui est impact humain et impact climatique. Et j'ai fait le constat qu'il y avait une petite lacune méthodologique, c'est-à-dire que tout le monde intuitivement va chercher dans ses connaissances et met tout ça en place pour communiquer là-dessus. Donc je me suis dit que voilà, c'était peut-être bien de poser le sujet. J'ai été trop vite dans mes diapos. De poser le sujet et puis d'aller un petit peu plus profondément pour poser une méthodologie. Donc du coup, j'ai été chercher dans le monde de l'entreprise comment est-ce qu'ils mettaient en place leur plan de prévention. Et donc, dans le monde de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les documents uniques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un document unique? Un document unique, c'est réalisé par une entreprise qui est une entreprise accueillante et une entreprise qui est une entreprise qui travaille en collaboration avec l'entreprise accueillante. Dans mon mémoire, du coup, j'ai fait un parallèle entre ce monde de l'entreprise et le monde de la conservation-restauration. C'est-à-dire que les entreprises se doivent de mettre en place des évaluations de risques. Par exemple, on est un musée qui accueille un objet pour un prêt. Le musée se doit d'avoir
une évaluation des risques de sa propre structure. Et l'objet, lui, aura sa fiche avec les risques associés. Et donc, en combinant les deux, du coup, on aboutit à un plan de prévention qui, là, du coup, est un plan de prévention pour tout ce qui est impact humain, donc manipulation, conditionnement, etc. Et puis, impact climatique. Donc, pour mettre en place cette méthodologie, j'ai mis en place donc, un questionnaire. Donc, c'est un grand classique des mémoires. J'ai réalisé donc, le premier questionnaire à destination des personnes qui réalisent ces documents de préconisation. Donc, les moyens utilisés pour sensibiliser les acteurs de terrain ont été très variés. J'ai été voir vers toutes les professions, que ce soit, bon, c'est écrit un petit peu petit, mais préventeurs, conservateurs, régisseurs, restaurateurs, attachés de conservation. Et puis aussi, ce qui était important pour moi, c'était de voir en région et sur Paris ce qui était fait. Donc, sans surprise, en fait, dans toutes les actions de sensibilisation qui m'ont été listées, l'établissement de protocoles d'intervention, c'est ce qui ressortait majoritairement. Mais certaines réponses me manquaient, donc du coup, j'ai réalisé un deuxième questionnaire, cette fois-ci à destination des personnes qui recevaient ces documents de préconisation. Et donc là, en mixant un petit peu les deux, je vous la fais très rapide, j'ai mis en place une méthodologie destinée à établir ces documents. Alors, la conservation préventive, c'est du bon sens, c'est des réflexes, et je n'ai fait que lister finalement des choses de bon sens. J'ai séparé en fait par étapes. Donc la première étape, c'est l'anticipation. Il faut cibler le public, les délais, évidemment les budgets. Ensuite, on analyse la situation, donc on identifie les risques, on les évalue, on les hiérarchise. Cette étape est extrêmement importante puisque si on ne cible pas, le document n'a pas l'impact souhaité. Prioriser les risques, c'est la loi de Pareto, c'est-à-dire que il faut agir sur les risques les plus importants, et si on agit là au lieu d'ici, eh bien forcément l'impact ne sera pas le même. Et tout simplement, dans les documents de préconisation, on aura un document très très long, qui sera donc peu lu, plutôt que de cibler directement et d'avoir un document beaucoup plus concis. Et donc ensuite, ce qui est important, c'est de cibler, donc on priorise, et puis on rentre dans la phase d'action. Et la phase d'action, c'est sensibiliser et préconiser. La sensibilisation, elle peut être divisée en différents critères, donc rappel des réglementations, rappel de la responsabilité de chacun, de la fragilité des biens culturels, rappel aussi des normes existantes, on en parle beaucoup en ce moment, et puis la déontologie. Donc ça, c'est la sensibilisation. Une fois qu'on a sensibilisé, on agit et on préconise. Et pour préconiser, ce qui est important, c'est d'agir sur le contenu, le format et puis l'infographie. Donc j'insiste beaucoup sur l'infographie puisqu'on est dans une société de communication maintenant, il faut aller à l'essentiel. Et un joli document, eh bien, on lit beaucoup plus, on a beaucoup plus envie de le lire qu'un format A4 PDF très condensé. Et puis après, donc, il faut agir. Et donc pour agir, c'est diffuser, anticiper la diffusion du document, les actions sur le terrain et puis l'acquisition des réflexes. Et donc pour ça, il faut accompagner les personnes. C'est pour ça qu'après, il faut vraiment aller plus loin en contactant les structures relais, en mettant à jour les connaissances. Et puis après, ce qui est important avec ces documents, c'est pas de les laisser dans la nature, mais c'est de tout réévaluer. Donc la mise à jour du document, donc rien que mettre la date d'actualisation sur le document, c'est important. Et puis réévaluer les risques résiduels et revenir sur le terrain régulièrement. Donc ça, c'est une petite méthodologie qui est succincte, que j'ai du coup rédigée différemment sous la forme d'une fiche modèle avec différents niveaux d'intervention, puisqu'en fonction du budget, on n'aura pas forcément un gros manuel ou alors une simple petite page. Et donc, en fonction des niveaux souhaités, on peut faire le choix entre les différents critères qui se présentent. Donc, du coup, tout ça, j'ai pu le mettre en place, et je remercie le Mobilier National de m'avoir accueilli en stage. J'ai pu le mettre en place au Mobilier National pour justement essayer de formaliser un document. Donc, il est en cours de réalisation. Et donc, ça m'a permis vraiment de développer un petit peu ce sujet-là.
Je voulais remercier à la fois donc, tous les organisateurs et puis aussi tous mes collègues de la promotion Corail, puisque voilà, c'était une année vraiment importante pour moi et j'espère que voilà, cette collaboration perdurera. Merci à tous. On va avoir un petit temps de questions, mais après Romain, donc je vais laisser Romain s'installer. Alors du coup, je vais vous présenter mon mémoire qui s'intitule « Sensibilisation à la conservation préventive dans le domaine de la vente publique ». C'est un mémoire qui a été présenté en juin 2022 et dirigé par Claire Bételu. Donc, si Frédéric Nicot vient nous expliquer à l'instant que la sensibilisation, c'est un peu une prise de conscience, moi, cette prise de conscience, elle a eu lieu au début du master. Au début du master, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de problématiques auxquelles j'avais été confronté dans mes expériences passées, que je retrouvais dans le master. Ces problématiques, eh bien, il s'agissait de... Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, avant de commencer le master, j'ai travaillé dans les sociétés de vente aux enchères. Et les problématiques que je retrouvais, comme les expositions, la manipulation, le stockage, ou encore le transport, eh bien, c'était des choses que j'avais déjà connues. Aussi par la nature des objets qui m'étaient confiés, c'est-à-dire des biens culturels, des œuvres d'art. Et donc, il faut savoir que le mouvement d'œuvre dans une maison de vente est bien plus important que dans le musée. Et que pourtant, le métier de régisseur, lui, est encore très mal reconnu, peut-être comme il y a 20 ou 30 ans dans les musées. Si on regarde le processus d'exploitation d'un bien culturel, eh bien, on s'aperçoit que les commissaires-priseurs et les conservateurs vont avoir à peu près les mêmes problématiques. Ils vont tous les deux donner de la visibilité au public pour vendre des œuvres ou des expositions. Ils vont devoir valoriser un bien culturel pour attirer l'attention du public, pour lui donner le plus de visibilité possible. Et ils ont des activités similaires, mais aussi complémentaires. C'est-à-dire que pour qu'un objet devienne visible au musée et aux particuliers, eh bien, ils vont devoir les rendre accessibles en créant des expositions. C'est comme ça que les musées et les particuliers vont pouvoir faire le choix de leur entrée dans les collections, dans leurs collections, dans nos collections publiques. Je peux difficilement vous évoquer le marché de la vente publique sans vous parler du Conseil des ventes volontaires. Le Conseil des ventes, c'est une autorité de régulation des ventes aux enchères en France. Il est un établissement d'utilité publique. Il s'occupe de la formation des commissaires-priseurs. Il détermine les obligations et sanctionne en cas de non-respect des règles. Il établit un recueil des obligations déontologiques dans lequel on retrouve ceci. L'opérateur des ventes volontaires, en sa qualité de gardien des objets qui lui sont confiés, veille à leur sécurité. À cette fin, il prend les mesures appropriées pour protéger ses biens pendant leur stockage des risques de vol et de dommages matériels. Donc, d'où cette phrase qui résume un petit peu mon mémoire. Si les commissaires-priseurs n'ont pas pour mission de conserver, du moins ils transmettent un patrimoine. Cette recherche, elle s'efforce de faire comprendre et de faire prendre conscience aux acteurs du marché de l'art et aussi au grand public de la valeur patrimoniale de ce qu'ils ont entre leurs mains, mais aussi de l'importance de la conservation préventive, de l'importance de conserver ce patrimoine. Donc, je vous ai mis ça, parce que je me suis dit que ce serait quand même plus joli que ce que je pouvais faire sur PowerPoint. La partie haute, ça représente nos collections publiques. C'est la partie visible, la partie accessible de notre patrimoine. La partie basse, eh bien, c'est la partie invisible. C'est la partie dont on n'a pas accès.
Et former les commissaires-priseurs à la sensibilisation, enfin les former à la conservation préventive, eh bien, c'est amener de la conservation préventive dans le domaine privé, vers la face cachée de l'iceberg. Ces commissaires-priseurs, ils sont en lien avec les professionnels du marché de l'art, donc ils peuvent les sensibiliser, mais ils sont aussi en lien directement avec le public. Ils sont en lien avec les transporteurs, avec les installateurs, avec les vendeurs, les acheteurs, les collectionneurs, les experts également. Donc, en fait, si on emmène de la conservation préventive dans la partie privée, eh bien, on va pouvoir faire l'exact contraire de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à une privatisation non accessible. Former les commissaires former les commissaires-priseurs, c'est comment dire, c'est une étape clé de cette recherche. Les former, ça nous permet de sensibiliser le grand public aussi. Donc, Madame Florence Bertin, ici présente, donne un séminaire depuis 2020 de 3 heures qui s'appelle, dans la formation des commissaires-priseurs, qui s'appelle « Organisation du stockage des objets et bonnes pratiques de manipulation ». Donc c'est déjà un premier pas vers la conservation préventive dans le domaine privé. Pour montrer l'importance de la conservation préventive ou la nécessité qu'il y a d'en avoir dans ce domaine-là, il fallait que j'obtienne des données chiffrées. Donc pour ça, j'ai réalisé un questionnaire en 3 grandes sections: gestion et connaissance de la structure, bâtiment et espace, objets et activités. Dans le questionnaire, je comptais sur le Conseil des ventes volontaires pour appuyer ma demande et distribuer ce questionnaire aux 415 maisons de vente en France. Malheureusement, ils ont refusé d'être attachés de près ou de loin à cette étude. Et donc, du coup, j'ai dû envoyer ce questionnaire aux 415 maisons de vente de façon indépendante. Et j'ai eu la chance d'avoir 58 établissements qui ont répondu, ce qui représente environ 14% de nos maisons de vente sur le territoire national. Et parmi les chiffres des résultats qu'on a obtenus, on peut voir qu'il y a 1/5 seulement, 21%, des maisons de vente qui ont un personnel qualifié en régie et ou en conservation préventive. Mais aussi qu'un tiers des établissements n'ont même pas de responsable des réserves. On peut voir également que si on regarde les sinistres liés aux dégâts des eaux durant les 10 dernières années, on a 45%, donc quasiment une maison de vente sur 2, qui a connu un dégât des eaux durant dans les 2 dernières années, et que dans un cas sur 2, il s'agit d'une défaillance de la toiture. Si on s'intéresse maintenant aux sinistres déclarés aux assurances, eh bien, dans 64% des cas, il s'agit d'une erreur de manipulation ou de transport. Et si on regarde les types d'objets les plus sensibles à la dégradation, eh bien là, on retrouve nos 64%, puisque ce sont les objets les plus cassants. Donc la verrerie, les tableaux sous verre, les cadres divers, c'est-à-dire les tableaux, tout ce qui est encadré comme les miroirs, la céramique évidemment, le mobilier. La réponse à cette problématique, ça a été donc la création d'une fiche de sensibilisation qui s'adresse ici aux peintures et aux cadres, mais ça aurait pu être sur autre chose, sur la céramique ou la verrerie justement. Cette fiche de sensibilisation, elle est destinée aux acteurs du marché de l'art pour qu'ils comprennent un petit peu comment on peut mieux préserver ces œuvres, mais aussi et surtout au grand public. Le but, c'est qu'un acheteur, lorsqu'il remporte un lot, il puisse emmener aussi un savoir sur sa conservation et donc savoir comment conserver son objet chez lui. Si Gaël Le Guichin nous explique qu'il faut impliquer le plus nombre d'acteurs, qu'il faut atteindre une somme d'acteurs critiques, sensibiliser, ça veut dire donc qu'il faut qu'on atteigne plus de gens qui savent ce que c'est que l'importance de la conservation préventive que de gens qui ne savent pas. Et c'est à ce moment-là qu'on aura sûrement, je pense, changé un gros problème de conservation. Il ne faut pas attendre que
que nos biens culturels rentrent dans les collections publiques, comme il ne faut pas attendre que les gens rentrent dans nos musées pour leur expliquer l'importance de la conservation préventive. Il faut vraiment aller vers eux. Donc c'est ça pour moi une politique globale. C'est de prendre en compte à la fois les acteurs du marché de l'art, le public et le patrimoine, qui n'est pas forcément dans nos collections publiques. Pour conclure, je voudrais juste vous montrer une petite chose, c'est une fiche de traitement des objets confiés qui a été publiée par le Conseil des ventes en septembre, quelques mois après la soutenance de mon mémoire. Donc, dans cette fiche, on retrouve des préconisations pour éviter les dégradations dues aux infestations, à l'humidité, à la manipulation. On préconise de porter des gants. Et puis aussi, en rouge, les surlignés en rouge, tout à la fin, eh bien, on voit qu'ils incitent à impliquer le personnel, à sensibiliser le personnel à ces pratiques. Donc voilà, c'est la conservation préventive dans le domaine public, dans le domaine de la vente publique. C'est quelque chose qui commence tout juste, mais qui, je l'espère, va continuer à se développer. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Romain, merci Frédéric. Si vous avez des questions, nous avons 5 petites minutes avant la pause. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, non ? Je ne vois pas de main se lever. S'il n'y a pas de questions, on va faire la petite pause et puis on pourra discuter dans la salle de pause à côté pour poursuivre.